Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Régis Bernard, sociologue, intervenant à l'Université populaire Graines de Savoir. Régis Bernard va nous faire 3 cours d'histoire de l'art, les 19 mars, 2 avril et 21 mai, sur la socio-histoire de la nature morte. Régis, comment les peintres définissent-ils la nature morte? Alors bonjour tout d'abord. Les peintres définissent très rarement la nature morte, sauf dans la période récente, disons à la fin du 19e et tout au long du 20e siècle. En fait, les peintres de nature morte produisent en très très grand nombre des tableaux en réponse à une demande d'un marché. Alors le motif de leur tableau, ce qu'ils peignent, ils le composent avec grand soin. Picasso disait qu'il passait plus de temps à composer son motif qu'à le peindre. Les objets dépeints, ce sont toujours des objets naturels, des animaux, des végétaux, privés de leur élan vital, avec des fruits, des légumes cueillis, des fleurs coupées, des animaux morts, ou des artefacts, donc des objets sans vie, des choses, ce qu'on appelle des natures mortes. Et j'aime bien citer un peintre hollandais du XVIIe siècle qui s'appelle Samuel Hoogstraten, qui déclare qu'un tableau est parfait quand, et je cite, un miroir de la nature qui semble donner vie à des choses inexistantes et qui trompe de façon licite, divertissante et louable. Ce que recherchent donc ces peintres, c'est de mettre en scène, en majesté, des objets insignifiants à première vue de la vie quotidienne, et cela avec la volonté de faire vrai. On peut parler de recherche de l'illusionnisme. Et pour terminer sur cette question, je citerai un historien de l'art qui s'appelle Charles Sterling, qui disait qu'une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision de choisir comme sujet et d'organiser en une unité plastique un groupe d'objets. Tu sembles penser que les natures mortes nous disent quelque chose de la société dans laquelle elles ont été peintes. Mais que disent-elles exactement? Alors effectivement, les natures mortes, qu'on appelle souvent vie silencieuse, sont assez bavardes finalement. Alors sans entrer aujourd'hui dans le détail, elles nous parlent de la société dans laquelle elles ont été produites, ces natures mortes, et plus précisément de la relation aux objets, aux choses qu'entretiennent ces sociétés à certains moments de leur histoire. Un exemple, et c'est parmi le premier historiquement, ce sont toutes ces représentations de fruits, de légumes, etc., qu'on trouve dans les villas romaines patriciennes, notamment à Pompéi, qui montraient la relation que les patriciens romains faisaient, la relation entre l'acceptation des plaisirs qu'il y a à profiter des choses de la vie et l'acceptation que ce plaisir ne peut être que temporaire. On cite souvent à propos de cette époque le carpe diem, cueille le jour, car tous ces objets, tous ces bienfaits de la vie auront une fin, comme toi d'ailleurs. Dans ton deuxième cours, tu nous parleras de la peinture hollandaise. Pourquoi la Hollande? Alors la Hollande, c'est le deuxième grand moment un peu de cette histoire de la peinture de nature morte. C'est même le moment de son apogée en quantité et en qualité. C'est une société qui va connaître du XVIe au XVIIe siècle une formidable aisance matérielle grâce au talent extraordinaire des Hollandais une fois qu'ils se sont libérés de la tutelle espagnole. Et ça va donner une impressionnante production de tableaux. Plus d'1 million de tableaux ont probablement été peints en quelques années. Ces tableaux, finalement, ils mettent en scène la contradiction même qu'il y a à profiter de cette formidable aisance matérielle, mais des dangers aussi qu'il y a à le faire de trop au regard des exigences de leur vie spirituelle. Et il y a un troisième moment pour illustrer un petit peu cette façon dont les natures mortes parlent de la société dans laquelle elles sont produites. Ce moment que je trouve très intéressant, c'est le pop art américain dans les années 1950-1960, qui à la fois célèbre la société de consommation tout en la critiquant comme source d'aliénation. Donc voilà pourquoi on consacrera
tout un cours au hollandais et un petit peu au pop art pour mieux illustrer le propos. Les peintres de nature morte veulent-ils nous dire qu'il n'y a rien au-delà de la matière? Alors effectivement, si on s'en tient à la définition notamment que j'ai donnée tout à l'heure, il s'agit de peindre des objets, des vivants, pas vivants, naturels ou artificiels, des choses, des natures mortes, et à ce titre-là, on peut dire qu'il n'y a rien d'autre que la matière qu'ils mettent en scène, et cette matière est inanimée par essence, si on peut dire. Il n'en reste pas moins on parle souvent du fait que les natures mortes auraient peut-être une âme, en référence un peu au poème de Lamartine, Milly ou la terre natale, qui s'exclame, vous devez connaître ces vers, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Alors, certains commentateurs considèrent que la peinture de nature morte n'est qu'une peinture de choses, qu'il n'y a rien au-delà du matériel, mais il n'en reste pas moins que dans la mesure où ces peintures nous parlent de la société, nous disent la façon dont les spectateurs, les créateurs d'abord et les spectateurs ensuite, doivent les interpréter, doivent les méditer, et tout cela en utilisant, on le verra avec plusieurs exemples, des choses très codées, des symboliques très fortes. À partir de là, on peut bien considérer qu'il y a quelque chose comme une animation, donc comme une âme, dans la peinture de nature morte. Tzvetan Todorov, qui semble aimer la peinture hollandaise, a écrit un livre où il fait l'éloge du quotidien. Veut-il nous dire que le bonheur ne peut être que matériel? Alors Todorov connaît bien et apprécie grandement la peinture hollandaise. Il a consacré 2 ouvrages. Un ouvrage qui s'appelle L'éloge de l'individu, où des portraits de gens ordinaires, donc un peu comme les natures mortes sont des choses insignifiantes de la vie quotidienne, les gens ordinaires donc, et donc un autre ouvrage, L'éloge du quotidien, où on voit beaucoup des intérieurs, beaucoup hollandais et des natures mortes. Pour Todorov, je ne pense pas qu'on puisse dire que le bonheur ne serait que matériel. Ce qu'il célèbre dans ces 2 ouvrages, puisqu'il en fait l'éloge, cette peinture, c'est la façon dont les Hollandais ont su surmonter les contradictions dont je parlais tout à l'heure entre l'aisance matérielle dans laquelle ils vivent et dont ils font vertu, ça c'est important, on le soulignera, mais également les exigences de leur vie spirituelle, puisqu'on est encore dans une société très religieuse. Si vous voulez en savoir plus sur la peinture de nature morte avec Régis Bernard, vous pouvez venir à 3 cours qui auront lieu le 19 mars, le 2 avril et le 21 mai, de 18h à 19h30 au collège de Fort-Calquier.